Shalom à tous, Shavua Tov. On est content de commencer cette semaine avec Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, tout spécial. On va parler de l'école de pensée juive de Paris. On connaît plus certainement Manitou, surtout à Midreshet Yehuda Manitou, André Neher, bien sûr Emmanuel Levinas. Mais ce soir, peut-être une qu'on étudie un peu moins, on connaît un petit peu moins sa pensée. On va parler d'Eliane Amado Lévy-Valency avec le docteur Rav Michael Ben-Admon. Tu enseignes dans beaucoup d'endroits, la philosophie juive, la pensée juive. Et ce soir, tu nous proposes un peu un triptyque, puisque ça va être une série de trois cours qui va justement nous parler de ça, de sa pensée. Et voilà, Bechavod, Michael, pour Midreshet Yehuda Manitou. Bonsoir à tous. Alors, c'est quand même, je vais dire, un grand hommage à chaque fois que je prends la parole pour parler d'Amado. Et je l'appellerai Amado comme certains avaient l'habitude de la nommer, sans pour autant voir en cela ni du mépris, ni un manque de kavod, si vous voulez. Mais c'est pour moi un grand hommage à chaque fois d'évoquer son nom. Ça fait peut-être 25 ans, 30 ans que j'ai l'occasion de parler d'Amado dans différents cadres, que ce soit dans des cadres pour présenter la pensée féministe juive, en parlant d'une personne qui était simplement géniale et qui parlait de l'apport des femmes à la résolution des conflits, par exemple, en Israël, entre juifs et arabes, que ce soit dans des cadres où on parle plus de psychanalyse ou des cadres où on parle plus de relations entre philosophie et judaïsme. Et à chaque fois, ce que je me rends compte, c'est qu'on en parle sur un mode, je veux dire, professoral. Ce sont des conférences inaugurales qu'on porte sur Amado et quelque part, me semble-t-il, passe à côté de l'essentiel. Et je vais vous dire en fait quel est mon propos. J'ai plusieurs fois essayé de traduire des textes d'Amado. Je suppose que vous connaissez tous sa biographie, vous savez qui elle est, et j'en parle directement sans besoin d'introduire le personnage, ou alors quelques mots quand même d'introduction. Alors je finis ma phrase et j'introduis la personne. Ok. Ouais, c'est bien. D'accord. J'ai essayé plusieurs fois de traduire des textes d'Amado, et à chaque fois, je me suis heurté à une complexité incroyable, pas uniquement au niveau du travail de la traduction, qui est un art que je ne maîtrise peut-être pas, mais qui est véritablement dans la capacité à faire passer une pensée d'une langue à une autre. Alors, on traduit des mots, on traduit des concepts ne sont pas toujours présents d'une langue à une autre, mais plus que cela, on passe à côté d'un dynamisme de la pensée, d'une pensée florissante qui est également, on va dire, basée non pas sur le contenu, mais également sur les dimensions imaginaires que le texte peut évoquer chez le lecteur. Et donc, une difficulté incroyable à traduire ces textes-là, c'est le même d'une pensée originale. On appelle ça texte Rishoni. C'est un texte premier qui ne se limite pas et qui ne s'épuise pas à la fin de la lecture, mais auquel on revient et on revient et on revient, comme justement, certaines fois, on a l'habitude d'étudier des textes de tradition, du Midrash ou de ce genre de textes-là, des textes d'une grande richesse. Alors, Eliane Amado Lévy-Valency, née en 1919 à Marseille et décédée à Jérusalem en 2006. Femme depuis son enfance curieuse, intelligente, éveillée à la fois à la poésie de la vie et à la chose juive, je dirais pourquoi et comment, intéressée par les matières juives, toujours penchée sur la recherche du secret, que ce soit le secret de l'âme humaine par son action dans le monde de la psychanalyse, son écriture et sa pratique psychanalytique, mais également orientée vers la recherche du secret perdu des philosophes. Qu'est-ce qui va motiver en fait la pensée philosophique et qu'est-ce qui va être peut-être mis de côté dans l'histoire de la pensée philosophique. En tout cas, une dame qui, très jeune, accède à des postes importants. Elle publie assez jeune. Je vous dis tout d'abord que ceux qui sont intéressés par sa biographie peuvent lire un excellent ouvrage écrit par Sandrine Schwartz, qui est un excellent ouvrage, une biographie intellectuelle, et avec des éléments voilà, que je ne vais pas résumer. Je ne vais pas m'intéresser à sa biographie ce soir, mais essentiellement à sa pensée. Donc, une dame qui, déjà avant-guerre,
avant-guerre, autour de 1946, eh bien, avait déjà publié des articles qui étaient axés sur la psychologie de l'adolescent. C'était il y a des années où j'étais à la Société Freud à la rue Vauquelin d'ailleurs. Euh, on passe d'un monde à l'autre, de la rue Vauquelin, du séminaire rabbinique à la société psychanalytique. En tout cas, et là-bas, donc, il y avait recensé justement un article d'Amado sur la psychologie de l'adolescent. Et ce qui m'avait frappé alors, eh bien, c'était dans les notes de bas de page, déjà des jeux avec la langue hébraïque. Alors, une question qui m'avait longtemps, on va dire, trotté dans l'esprit, c'était où avait-elle étudié le judaïsme? Quelles étaient ses sources? Qui étaient ses maîtres? Alors, évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, mon beau-frère essentiellement parle beaucoup de Shoushani, Michael Greenspan, puisqu'il travaille sur Shoushani depuis longtemps. Donc moi, évidemment, immédiatement, je me suis dit, bah, c'est évidemment une élève de Shoushani, voilà, une femme géniale, a sûrement eu un maître génial, mais vraisemblablement non. Alors, qui est-ce qu'elle a rencontré? Est-ce qu'elle a rencontré des personnes comme Gordin, comme je ne crois pas non plus. En tout cas, c'est peut-être pas d'eux qu'elle a véritablement appris le judaïsme. Et j'avais il y a longtemps donc posé la question à Beno Gross. Et je lui avais dit, d'après vous, qui ont été ses maîtres? Et réponse fulgurante de Beno Gross, il m'a dit, eh bien, en fait, c'était une dame qui était psychanalyste, donc qui avait l'oreille aiguisée, qui savait entendre, et donc qui avait la capacité de poser le doigt sur l'idée essentielle d'un texte lorsqu'elle l'entendait, et ce qui expliquait que lorsqu'elle arrive en Israël, déjà en 69, elle puisse, après quelques temps, rapidement donner des cours en hébreu sur des auteurs qu'elle ne maîtrisait pourtant pas a priori, comme le Rav Kook, mais elle avait cette capacité vraisemblablement à entendre, à écouter et à donc résumer, à synthétiser des idées. Je vous dirais d'emblée que moi, je l'ai très peu connue. Je l'ai connue en fin de vie, puisque j'étais à l'époque à Bar-Ilan à l'université, j'étais en fin de doctorat, je crois, et elle venait certaines fois pour donner des conférences dans le cadre des colloques du département de philosophie. Et j'ai eu l'occasion de lui parler plusieurs fois au téléphone concernant des étudiants qui voulaient travailler en psychanalyse et judaïsme, mais je ne l'ai pas connu véritablement profondément, comme certains d'entre vous, j'imagine, l'ont connu, l'ont côtoyé, et donc ont plus de choses à dire, on va dire, sur les expériences au quotidien, peut-être même sur sa pensée. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut dire sur sa vie, j'imagine, mais ce n'est pas trop ce qui va m'intéresser ce soir. Voilà. Donc, Amado, avant-guerre déjà, écrit des textes en psychologie qui font appel également donc, à des connaissances sur le rôle des lettres dans le monde juif, étonnamment. La guerre arrive, mort de sa mère à Auschwitz, qui va être pour elle foudroyante, puisque, pour ceux qui le savent, elle est enterrée à Jérusalem, et ce qui est écrit sur sa matzeva, eh bien, c'est que sa mère est morte, a été tuée à Auschwitz. Donc c'était une blessure qui l'a accompagnée toute sa vie. Dans quasiment tous ses livres, et on le verra aujourd'hui dans un de ses premiers livres sur justement le judaïsme, eh bien, c'est un texte qui apparaît. Dans quasiment tous ses livres, elle parle de l'hommage qu'elle rend à sa mère qui est morte à Auschwitz. Elle va donc se développer intellectuellement, accéder rapidement à des hauts postes. Elle va être en Sorbonne rapidement. Elle fait une thèse, les niveaux de lettres, une thèse que j'imagine certains de vous connaissent. Les niveaux de lettres, la connaissance et le mal. Un livre quasi hermétique pour des personnes qui n'ont pas une culture dense, à la fois dans le monde juif et dans le monde philosophique et psychanalytique. Un livre extrêmement dense, qui elle-même, d'ailleurs, elle témoigne quelques années plus tard que peu l'ont compris, véritablement, peu ont vraiment saisi ce qu'elle a voulu dire dans ce livre-là. Et puis, ce qui est passionnant, donc en 69, elle arrive en Israël, après l'euphorie de 67, comme une grande partie des maîtres du judaïsme français, Manitou, Dreyfus, rappelez-moi les noms parce que j'oublie, donc toutes ces personnes, Neher, qui sont arrivées en Israël, et Beno Gross, et qui sont installées donc à Jérusalem, et qui ont quelque part, on va dire, reformé l'école juive de Paris, qu'on va appeler plus tard l'école juive de Paris, à Jérusalem, et qui vont donc laisser le judaïsme français
partir à la dérive, si on peut le dire, manque de maîtres et de penseurs foudroyants. Alors, ce qui est très intéressant dans la pensée d'Amado, c'est justement cette interdisciplinarité. Parce que, au fond, aujourd'hui, on est habitué à réfléchir des questions en comprenant que se limiter à une seule discipline, eh bien, ne nous montrerait qu'une seule facette du phénomène. Aujourd'hui, depuis quelques années, déjà même à Bar-Ilan, mais dans d'autres universités, on parle en termes d'interdisciplinarité. Afin d'appréhender un phénomène, alors on va en analyser la substance philosophique, théologique, la dimension sociologique, anthropologique, psychologique, et vous voyez, on va, comme ça, peut-être la profondeur historique, en tout cas, on va rendre compte d'une idée, d'un phénomène de façon beaucoup plus large. C'est une méthode qui n'était pas en vogue à l'époque, et je pense qu'Amado a été justement, déjà à l'époque en France, mais en tout cas en Israël, certainement, eh bien, une des pionnières de cette méthodologie. Je peux vous dire que celui qui est en Israël, dans le monde de l'université israélienne, a fondé le département d'études interdisciplinaires, c'est le professeur Avi Sagi, avec lequel j'ai fait ma thèse de doctorat, et qui lui-même a fait sa thèse de doctorat avec Amado. Et donc, quelque part, il a étudié, il a entendu cette pensée à la source, et c'est quelque part peut-être de là-bas qu'il a pensé à cette idée de faire jaillir les différents domaines et les confronter les uns aux autres. Et c'est à la fois une grande richesse, mais une grande difficulté. Et c'est en cela également quelque chose de très intéressant pour la pensée d'Amado. Vous verrez quand vous ouvrirez des textes d'Amado, ou si vous avez déjà ouvert, eh bien, vous vous rendez compte en fait qu'elle passe justement d'un registre à l'autre. Elle parle du judaïsme, elle passe de Spinoza à Bergson, Bergson à Schopenhauer, Schopenhauer à la mystique juive, et puis d'une façon totalement indifférenciée, parce que pour elle, il s'agit uniquement d'un seul sujet. Il s'agit d'une seule question. Nous ne sommes pas en train de traiter les problématiques, soit comme des juifs, soit comme des philosophes, soit comme des psychanalystes, mais nous traitons la question comme il se doit de la traiter, en abordant justement tous les angles de la question. Alors, écrit énormément, elle a écrit plus de 20 livres, 22 livres, environ 150 articles. Les seuls qui ont recensé sa bibliographie, c'est la revue Sens, en 2005, donc avant son décès, ou un peu après, je ne me rappelle plus. La revue Sens, donc d'amitié judo-chrétienne, eh bien, ont recensé les écrits d'Amado, et je dois vous dire que c'est un petit peu, je veux dire, significatif peut-être de son parcours, de la réception qu'elle a eue dans le monde juif. Je pense, pour ma part, qu'elle n'a pas été comprise, qu'elle n'a pas été appréciée à sa juste valeur. L'université israélienne et le monde israélien ne l'a pas considérée. À mon avis, la connaissaient mais l'ont ignorée. Le monde de la pensée juive ne la prenait pas au sérieux justement parce qu'elle passait d'un registre à l'autre et parce qu'elle n'était pas ce qu'on appelle une mumrite, hein, une experte dans un des départements, et donc elle n'avait pas le droit de s'exprimer, on va dire. Donc, quelque part, elle n'a pas été perçue à sa véritable valeur, mais je veux dire plus profondément, je pense que son projet intellectuel foncièrement allait aux antipodes de ce qu'on recherchait en Israël, et c'est sur ce point que j'aimerais me focaliser dans cette première partie ce soir, puisque ce soir c'est une sorte d'introduction à sa pensée, et donc je ne pense pas, on va dire, donner toutes les actes de sa pensée, uniquement vous dire qu'elle a quand même travaillé pendant 30 ans en Israël. Elle était professeure à Bar-Ilan, elle était dicane, elle était doyen à Bar-Ilan, la première femme nommée professeure à l'université israélienne, hein, quand même. Et pourtant, elle habitait à Rehov Sion. Donc, Rehov Sion, c'est quand même le Rechavia où une bonne partie des intellectuels juifs de l'époque habitaient et se rencontraient, et ils se connaissaient. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne la connaissait pas, on ne peut pas dire que sa pensée était ignorée, hein. Un seul de ces 22 livres a été traduit. C'est un livre qui, à mon sens, est très important, mais qui n'a pas de véritable apport concernant la spécificité de sa pensée. C'est Les pièges et les voies de la psychanalyse, un livre qui a été traduit donc en hébreu. Je veux dire, une traduction chinoise pour de l'hébreu, c'est incompréhensible, mais surtout, c'est peut-être pas le livre, on va dire, qui montre son travail et sa réflexion, justement, où elle mélange les styles et confronte les traditions de la meilleure des façons. Donc 30 ans sans avoir d'audience. À Bar-Ilan, une petite audience qui était essentiellement
ses élèves qui venaient du monde francophone et qui recherchaient la voie française de Bar-Ilan, hein, donc dans ce département de philosophie, et puis certains philosophes qui vont justement remarquer le caractère génial d'Amado. Donc, comme je l'ai dit, Adi Saghi, Eliezer Goldman, professeur Eliezer Goldman, qui également va faire sa thèse sur le pragmatisme américain sous sa direction. Donc, vous voyez, pas beaucoup de personnes assistent à ces cours sur Plotin et les Énéades. Personne ne comprend rien. Ces cours sur Platon et son érudition en grec n'intéressent personne. Donc, vous voyez qu'elle est restée en fait assez incomprise. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que fondamentalement, elle ne pouvait pas être comprise. Parce que le geste de la pensée, comment dire, le geste réflexif israélien à cette époque-là, eh bien, c'est une volonté de chercher l'universel en dehors du judaïsme. Tout d'abord, il faut être un érudit, c'est le fameux courant de la Wissenschaft, il faut être un érudit en judaïsme, elle ne l'était pas, avec tout le respect que je lui dois, elle n'était pas du tout érudite en judaïsme, elle n'avait pas une connaissance encyclopédique dans le monde juif et des sources juives, donc elle ne pouvait pas être prise au sérieux par les membres des départements, ni de Talmud, ni de pensée juive d'Israël. Mais au-delà de ça, ces professeurs cherchaient l'universel en dehors du judaïsme. Pour eux, le judaïsme était un monde qu'il fallait, je veux dire, c'était un objet de recherche. C'est le même de la Wissenschaft des Judentum, les sciences du judaïsme, on recherche, on fait l'archéologie du judaïsme, on n'en cherche pas nécessairement une pensée et un sens. Elle s'intéressait au sens, à la signification, et elle cherchait au sein du judaïsme l'universel. Donc il y avait en fait deux gestes réflexifs qui ne pouvaient pas se rencontrer. Elle cherchant l'universel au sein même des sources du judaïsme, et les autres cherchant l'universel en sortant du judaïsme. Une des grandes critiques qu'elle va énoncer sur le monde israélien, ça va être la fameuse critique du provincialisme. Elle nous dit, il y a en Israël un provincialisme culturel et politique. Provincialisme culturel, c'est, on a l'impression, elle parle du monde de l'université qu'elle connaît bien, que pour pouvoir parler et donner des choses qui ont du sens, eh bien, il faut se détacher du monde juif. Pour avoir un statut universitaire, il faut arriver d'Oxford. Il faut justement se déconnecter de ses racines. C'est un provincialisme. Il faut avant tout s'oublier pour pouvoir émettre un avis. En politique, c'est pareil. On en parlera une prochaine fois. Donc, la fameuse critique du provincialisme était pour elle très triste. Elle voyait en fait en Israël quelque chose, d'une part, qui se concrétisait, une sorte de rêve prophétique qui se concrétisait. Et elle en parle avec beaucoup de poésie. Mais d'autre part, une grande, je dirais, déception de la pensée israélienne et de ce qui se faisait en tout cas ces jours-là en Israël. Elle ne cite quasiment pas de penseurs israéliens dans ses livres. On fera attention que jusqu'à ces derniers livres, les penseurs qu'elle cite ne sont pas des penseurs israéliens. Alors, était-ce lié au fait qu'elle lisait moins bien l'hébreu que les autres langues? Pas nécessairement. Tout simplement, je pense qu'elle n'avait pas trouvé dans la pensée israélienne de cette époque quelque chose qui pouvait, on va dire, rendre compte du phénomène de renaissance du peuple juif, quelque chose qui donnait sens en vérité à la pensée à cette époque, à cet endroit. Et donc, il y avait une grande déception à ce niveau-là. C'est pour les dimensions, on va dire, uniquement biographiques. Je ne vais pas donc aborder la question des différents noms, Eliane, Amado, Lévi, Valency, les différents maris, et également le Keev, c'est-à-dire la difficulté à ne pas avoir eu d'enfant, et donc ce poids-là qu'elle portait de ne pas avoir d'enfant était également présent dans ses livres. Elle écrit d'une façon générale sur 4 grands sujets. Elle écrit sur la philosophie et l'épistémologie. Elle écrit sur le dialogue, le rapport à autrui. Elle écrit sur le judaïsme et elle écrit évidemment en psychanalyse, donc des textes qui passent vraiment d'un monde à l'autre. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est arrêter de parler d'elle et lire ses textes. J'aimerais donc ce soir avec vous commencer par lire certains textes, vraiment d'une façon première, se confronter à son texte, ne pas présenter ses arguments comme du dogme, mais véritablement ensemble, nous confronter à ses écrits et voir qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous parler dans une situation israélienne contemporaine, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui résonne en nous aujourd'hui et en quoi ces propos sont d'une actualité et d'une pertinence encore pour nous aujourd'hui. J'ai donc choisi simplement des textes de son ouvrage, donc La racine et la source,
essai sur le judaïsme. Vous comprenez bien que ça fait écho au texte de Lévinas, hein, Difficile liberté. Donc, on va ensemble lire quelques textes. Je vais, si vous voulez bien, un peu mener une lecture de ce texte sur, on va dire, 4 points principaux. Sur 4 points principaux. Alors, la racine et la source. Donc, commence par, vous voyez, c'est lié à la paracha de la semaine, l'histoire des puits que va creuser Abraham et ensuite Yitzhak. Enfin, je ne vais pas en parler maintenant. Et immédiatement après, vous voyez, on a immédiatement après premier appel de sa famille, on va le dire ensemble, à mon grand-père maternel, Alfred Moïse Alatini, que je n'ai pas connu. Et là, vous voyez, très souvent dans ces textes, elle se livre. Je vais dire quelques mots avant de lire. Elle se livre dans ces textes. Ces textes ne sont pas uniquement le fruit d'une réduction ou d'une réflexion, elle est là. Dans le Hineni, elle est véritablement là. Et ça, c'est quelque chose pour une philosophe de son ampleur qui est extrêmement rare. Les personnes n'ont pas l'habitude de mêler le personnel, si vous voulez, au professionnel. Elle se livre. Deuxième chose, elle cite également. Vous verrez très souvent dans ces textes, elle a entendu quelque chose d'une personne, elle va le citer. Même si ce n'est pas du tout un professeur ou un homme connu. Quelques heures avant son arrestation, quelques semaines avant le terrible départ qui devait la mener à Auschwitz, ma mère m'écrivit une lettre. Dans cette lettre, elle me disait « Tu dédieras à mon père ton premier livre. Il t'aurait tant aimé, ma chérie. Mon premier livre, c'est à elle, morte à Auschwitz, que je l'ai dédié. Il ne pouvait l'être à personne d'autre. » On parle donc du livre Les niveaux de lettres, donc, que je vous ai montré juste avant, donc, qui est dédié à ma mère morte à Auschwitz. Elle m'écrivait encore ces quelques lignes qui peuvent paraître étranges, mais nous ramènent à notre thème par un détour. Et donc, elle raconte. J'ai fait cette semaine 2 rêves prémonitoires. Dans le premier, P rapportait un morceau de fromage. C'était à l'époque une denrée rare. Et recevait 1 heure après une lettre de son fils. Le lendemain, P rapporta effectivement un morceau de fromage et je lui dis « Tu vas recevoir une lettre de ton fils. » 1 heure après, le courrier la lui apporté. Mon second rêve est le suivant. Je faisais un très long voyage, très long voyage, et au bout de ce voyage, il y avait une odeur très étrange et je retrouvais mon père qui me tendait les bras. De ce second rêve, ma mère ne me donnait pas l'interprétation et ne me disait pas en quoi et pourquoi elle le trouvait prémonitoire. Bien souvent par la suite, j'ai repensé à ce long voyage et évoqué avec quelle horreur toujours renouvelée l'odeur des chambres à gaz. Était-il vrai, ô mon grand-père inconnu, que tu te trouvais au bout du voyage, au-dessus de cette moisson d'âme émergée, de chair brûlée, pour lui tendre les bras? Pour moi, tu es à jamais vivant dans son souvenir à elle, petite flamme humaine, vacillante comme notre espoir, au-dessus de l'inhumaine, de la totale, de l'écrasante exigence du Kiddush Hashem. Vous voyez, dans ces mots extrêmement forts, on voit bien la place que va prendre donc cette catastrophe de la Shoah, et dans sa pensée, bien évidemment, puisque son premier livre sous-titre La connaissance et le mal, où elle cherche l'origine du mal. Elle a toute une théorie qu'on verra peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, justement, qui va émerger de là-bas. Alors, c'est pour le premier point, et j'aimerais introduire les textes qu'on va lire maintenant par une réflexion que j'ai eue cette semaine, liée à la place du judaïsme dans le monde et l'apport de l'universel. Dans le cadre des rencontres que j'ai fait cette semaine avec les rabbins et les imams, alors un des participants a posé la question suivante. Pourquoi, une question un peu provocatrice, provocative, pourquoi Jésus et Mohammed ont réussi à l'endroit où Abraham a échoué? C'est-à-dire, Jésus et Mohammed ont les deux été à l'origine de religions qui ont eu des centaines de millions d'adeptes. Abraham Avinu, bien que le texte nous le présente comme étant lui et Sarai, des personnes qui ont Asu Nefesh Becharan, ont, selon la tradition, converti des personnes au monothéisme à Haran, on n'a quand même pas l'impression qu'ils sont arrivés avec beaucoup de
avait beaucoup d'adeptes. Vous voyez, la question a un peu de provocation, mais pourquoi on ne voit pas les descendants d'Abraham, que ce soit nous, que ce soit Abraham pour le dire peut-être Moshe, en train de mener un message à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du monde entier, avec des centaines de millions d'adeptes, alors que les deux religions filles, si vous voulez, ont réussi, elles, à avoir des centaines de millions d'adeptes. Question très forte. Chacun y donnera la réponse qu'il souhaite. Certains diront, ce n'est pas la vocation. Certains diront, c'est trop contraignant. Chacun aura sa réponse. Mais le fait est que la question reste très forte. Le judaïsme a-t-il un message universel? Le judaïsme a-t-il un message universel? Et si oui, quel est-il? Si la Torah, c'est le message de vérité, alors pourquoi le conserver uniquement pour un petit groupe? Même si ce groupe, après, on va dire, est investi d'une mission pour l'humanité. Mais si véritablement on parle de Torah, et la Torah représente la vérité absolue, alors pourquoi ne pas l'amener au monde entier? Aujourd'hui, en Israël, ça se fait. Je vous dis, il y a le Rav Cherki qui s'occupe des Bnei Noach. Moi, je me suis occupé un peu de l'Afrique et du Congo. On voit des centaines de millions de personnes qui viennent et qui disent quel est le message que vous, Israël, vous nous amenez. Et quelque part, on entend cette approche. Quel est le message donc que les Juifs, que la Torah va amener à l'humanité? Et alors, on se pose la question, en effet, que va-t-on amener? Et j'aimerais vous dire que dans les écrits d'Amado, la question est omniprésente. Mais la réponse est totalement différente. On ne parle pas du message qu'on va amener à l'humanité, mais il y a une réflexion sur le fait que les questions posées aux Juifs sont éminemment humaines, c'est-à-dire le Juif, c'est l'homme par excellence. Et ça, je peux vous dire que dans l'histoire de la pensée juive, c'est totalement novateur. C'est novateur, c'est quelque chose qui apparaît à partir, on va dire, d'Hermann Cohen, si vous voulez, Hermann Cohen, Rosenzweig, plus tard Lévinas, et la pensée juive française. Mais cette idée que ce qui est dit du juif et pour le juif a une pertinence pour tout homme, parce que le juif, c'est l'homme par excellence, d'accord? Eh bien, c'est quelque chose de totalement novateur, et Amado prend cette idée extrêmement au sérieux. Alors, j'aimerais quand même dire quelque chose, c'est que cette façon de réfléchir est aux antipodes de la pensée halachique. Totalement. La pensée halachique ne pense pas du tout dans ce sens-là. La pensée talmudique ne pense pas du tout dans ce sens-là. Pour ne vous donner qu'un petit exemple, lorsque la Torah dit Ve'afta le'reacha kamocha, et a priori le terme qui apparaît dans la Torah c'est Réa, et Réa c'est le terme le plus universel qui puisse apparaître dans la Torah, comparé au Hamit, au Ach, au Ben Nechar, au Ben Israël. Le terme c'est le terme le plus universel. Eh bien, que vont faire les sages lorsqu'ils vont lire ce verset? Ils vont interpréter le mot Réacha dans un sens extrêmement restrictif qui va être Réacha, Betorah ou Bemitzvot. Donc on ne parle pas du tout ici de l'autre, autrui avec un grand A. On parle de ton frère, même pas ton frère, pas Achicha. On parle du prochain, ce prochain qui garde la Torah et les mitzvot. Celui qui n'est pas dans la catégorie de Réacha, Betorah ou Bemitzvot, eh bien la Torah n'a absolument aucune obligation envers lui. D'accord? Je vous dirai même plus que ça. Les sages vont également interpréter Ve'afta le Réacha kamocha dans le traité Sanhedrin, Bror lo mitayafa. C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est de lui choisir une belle mort. Au cas où on parlerait d'un condamné à mort par le Beddin, il faut lui choisir une belle mort. Vous voyez, donc, en vérité, cette idée qu'autrui est présente dans la Torah, c'est une idée, je dirais, éminemment moderne, qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la halacha. Alors, certains vous diront, si ça n'a rien à voir avec le monde du Talmud et de la halacha, c'est donc nouveau. Et si c'est nouveau, c'est donc peut-être uniquement le fruit d'une apologie, d'un groupe minoritaire qui avait besoin, pour survivre, de dire aux grands qui les entouraient, sachez que pour nous, vous êtes quand même des gens très très bien et on vous aime. La preuve, c'est qu'on aime l'homme. Hein, ça fait écho à l'accusation de misanthropie qu'il y avait déjà depuis le IIe siècle contre les Juifs. Vous, les Juifs, vous n'aimez pas l'humanité. Alors, donc, il y a dans cette réflexion qu'on va voir maintenant, d'Amado et d'autres, l'idée que lorsqu'on parle du Juif, on parle de l'homme. Et donc, la Torah a un aspect éminemment universel.
On n'est pas dans une théorie talmudique à la Torah de Moshe et Torah de Béné Noach, comme le Rav Ben Amozek voulait ensuite développer. On a une tradition pour les Juifs, une tradition pour les Béné Noach. Non, ce qui est dit dans la Torah pour l'homme est dit pour tout homme. Ce qui est dit pour le Juif est dit pour tout homme. Il faut relire le texte de la Torah, et le texte de la Torah même nous enseignera des vérités ou des réflexions sur tout homme en tant qu'homme. C'est une lecture totalement différente. On relirait le texte d'une façon absolument différente. Alors, je vous invite à lire certains textes donc, qui apparaissent dans ce livre-là. On commence, si vous voulez bien. Alors, donc, on commence par la première. Je vais lire un petit peu, d'accord? Pas lire trop longtemps. Uniquement, il faudra me dire à quelle heure je suis censé arrêter de parler. Je n'ai pas fait attention. Johan ou Brigitte, à quelle heure je suis censé arrêter de parler? En général, on fait un cours d'une heure. Et après, si tu veux 10 minutes de questions, ou 50 minutes, plus 10 minutes de questions. D'accord, donc à peu près 25 minutes encore. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, regardez, on lit. Qu'est-ce qu'être juif? Un juif de Pologne me disait récemment qu'avant d'avoir lu et apprécié le texte d'Edmond Flegg, Pourquoi je suis juif, il avait haussé les épaules. Pour lui, c'était une question absurde. Il était juif comme il était blond ou brun. C'était un fait auquel une telle question ne faisait que conférer une ambiguïté inutile. Ce juif avait, à travers les générations de piété, en Pologne, accepté avec naïveté les difficultés de son destin. Mais dans notre Occident, en France notamment, ce livre de Flegg, nourri de l'affaire Dreyfus, mais paru entre les deux guerres, reprit soudain une actualité brûlante, lorsque confrontés avec le tragique de leur destinée, les Juifs de France étaient acculés à se repenser eux-mêmes, à chercher un sens à leur histoire ou à assumer qu'elle n'en est point, et se déroule à travers 5000 ans de mystère, en pure perte. Et on peut arriver à un moment de l'histoire juive à se dire, mais au fond, cette histoire, c'est l'histoire d'une catastrophe, c'est l'histoire d'une extermination. À quoi bon continuer? Quel sens donner au fait d'être juif? On ne peut plus dire être juif, c'est comme être blond, comme être brun. C'est plus possible. Il fallait donner un sens à la continuité de cette souffrance. En ce moment, certains ont opté pour une solution intermédiaire. Entre la négation du sens et la reconnaissance du sens, il y avait l'instauration volontaire d'un sens. Si même ma mission de juif n'a pas existé depuis le commencement du monde, moi, juif, à un moment singulier de l'histoire, j'accepte cette mission et désormais elle existe. Et là, on va dire des textes qui, pour moi, sont très très importants, pas tant dans le contenu que dans la méthode. Être juif, c'est avant tout se situer à travers une énigme posée par l'histoire. Qu'on la reconnaisse hantée dans la transcendance, qu'on s'acharne à la nier ou qu'on l'assume sans s'interroger sur son origine dans l'application de ses fins dernières. Être juif, c'est se situer par rapport à un destin. Et là, il y a justement, je vais dire quelques mots, quelque chose de fondamental. Comme je l'ai dit auparavant, Amado n'était pas érudite. Et dans mes propos, certaines fois, ne pas être érudit, ça peut être un lignaï, ça peut être une insulte, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose de l'ishvar. Pourquoi? Parce que, au fond, comment définir l'être juif? Être juif, c'est avoir une certaine croyance, c'est avoir une certaine connaissance, une certaine érudition, savoir un certain comportement. C'est quoi exactement être juif? Et c'est une question qui, à mon avis, est pertinente pour nous, aujourd'hui en Israël, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On rajoutera être juif et être israélien avec la complexité que ça va porter. Et c'est également une question fondamentale pour nos frères juifs en Amérique et nos frères juifs en France et partout dans le monde. C'est quoi être juif? Sans vouloir, je vais dire, ruiner cette chose-là uniquement dans une définition qui est ridicule. Être juif, c'est croire en 13 principes de foi. Ridicule. Être juif, c'est avoir un certain comportement, c'est faire certaines actions. D'accord? Ça ne suffit pas. Fondamentalement, être juif, ça veut dire être quelqu'un qui porte l'identité juive bégaon, c'est-à-dire avec fierté, se sent pétri, transformé de cette identité. C'est quoi cette identité-là? Et Amado nous dit quelque chose d'incroyable. Elle nous dit, faut savoir qu'en vérité, être juif et assumer cette identité, c'est pas lié à une réduction. On peut connaître le Talmud Yachar Ve'afour. On peut connaître le Talmud à l'endroit et à l'envers.
c'est pas ça qui va t'aider à définir ton identité juive. C'est pas une question d'érudition. Être juif, c'est avant tout, comme elle le dit, c'est se situer à travers une énigme posée par l'histoire. Je suis juif parce que l'histoire ne m'a rien donné comme élément pour me permettre de continuer à être juif d'une façon fière, avec fierté. Je suis juif envers et malgré tout, je porte quelque chose qui est le fruit d'une énigme. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois continuer. Et il y a dans cette dimension de l'énigme, à l'origine de l'identité juive, quelque chose, à mon avis, qui relève de la révélation. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'une révélation, quand on parle de la révélation dans le monde juif, on ne parle pas d'un texte révélé uniquement, qu'on devrait lire, comprendre et intégrer. On parle d'un texte qui, justement, comprend des dimensions non interprétées. La révélation dans le monde juif, c'est une écriture qui demande à être interprétée. Un texte non interprété, d'accord, n'a rien de juif. Le pape connaît parfaitement la Bible, mais n'a pas les mêmes façons d'interpréter que nous, et donc il ne peut pas être juif pour ça. Et dans cette définition de l'énigme à la base de l'histoire juive, de l'identité juive, eh bien justement, il y a quelque chose qui n'est pas épuisable. On ne peut pas épuiser cette question par une seule réponse. C'est une réponse qui va naître de génération en génération. Et qu'est-ce qui va donner la matière pour répondre à cette question? Ben, ce n'est pas l'érudition, ce n'est pas non plus un texte. Personne ne pourra venir et dire être juif, c'est comme c'est marqué chez Maïmonide, ou comme c'est marqué chez Ben Pakouda, ou comme c'est marqué chez telle et telle, c'est telle chose. Pas du tout. Être juif, c'est avant tout toi, mon ami, qui va répondre à cette question. Tu dois répondre à cette question, toi, aujourd'hui, en tant que Brigitte, en tant que Johan, en tant que Michael. C'est nous qui devons porter la réponse aujourd'hui à ce que veut dire être juif. Donc, c'est quelque chose d'autrement existentiel. Deuxième point, c'est se situer, elle nous a dit par rapport à un destin, c'est ce qu'elle va définir après, plus tard. Elle va continuer cette définition. Donc, d'une part, on est juif, c'est par rapport à l'histoire, c'est une responsabilité, mais c'est aussi également se situer par rapport à un personnage qui est en fait l'antisémite. Et vous connaissez sans doute cette phrase d'Amado qui va revenir énormément, que le juif va se définir par rapport face à l'antisémite ou face à l'anti-israélien, comme vous voulez, certaines fois, et va chercher à fuir sa condition de juif. De différentes façons. Ça peut être la tentation de l'assimilation, ça peut être la tentation du racisme. On va en parler aujourd'hui de cette tentation-là, de l'assimilation comme de l'assimilation du racisme. Ça peut être la tentation de l'objectivité. Hein, la phrase qu'elle aimait répéter souvent, le juif pense qu'être objectif, c'est adopter la subjectivité de son ennemi. Et je vais y revenir à cette phrase importante. Donc, quelque part, le juif n'est jamais, on va dire, bien dans ses baskets. Lorsque j'ai préparé ce cours pour vous ce soir-là, j'ai relu ces textes, donc on va lire, et vous allez me dire, c'est marrant, mais j'avais en tête Éric Zemmour. Il y a des textes qui sont tellement parlants, je vais vous montrer quelques textes d'Amado, qui sont tellement parlants par rapport à ce que dit Éric Zemmour en ce moment en France sur le juif qui oublie sa condition de juif, qui parle des juifs sur un mode, on va dire, non personnel, eux les juifs et nous les Français, cette idée du juif là, impersonnel, c'est tellement proche de ce que disait Amado, et j'aimerais vous lire donc cette deuxième définition. Donc on avait dit le juif face à son destin, face à l'histoire, mais également le juif face à autrui. Le juif en mal de justification en face d'autrui, et cherchant à sa condition des homologues et des analogues chez le non-juif, accepte avec quelques précipitations que le judaïsme soit une religion. C'est quoi être juif? C'est une religion. Mais ça, ce n'est pas une véritable définition. On le fait parce qu'il faut dire un mot. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas non plus absolument vrai. Le mot religion n'est pas dans la Torah, et le guide bleu, à propos d'Israël, note que le judaïsme n'est pas une religion. Plus large qu'une religion, il se définirait plutôt comme un humanisme. On ne parle pas d'un peuple, hein, c'est un humanisme. Mais qu'est-ce qu'un humanisme et en quoi l'humanisme juif se distingue-t-il d'un autre humanisme? N'est-ce pas? On a en tête la phrase de Leibovitch qui disait Moussar ou Moussar ou Moussar. Moussar Yehudi Lokayam, il n'y a pas de Moussar, il n'y a pas de morale juive. Moussar ou Moussar ou Moussar. Alors elle nous dit, mais c'est quoi un humanisme juif? Je dirais volontiers, en m'excusant du caractère un peu acrobatique de la formule, que tout humanisme est assomption pour l'homme de son humanité. C'est-à-dire c'est l'homme qui assume son humanité. C'est ça le sens profond pour elle du terme humanisme.
ce qui caractérise l'humanisme juif, c'est le caractère absolu, déchirant et sans échappatoire de cette assomption. C'est le fait qu'il se pose en face d'autrui comme assumant un destin humain qu'autrui s'obstine à refuser et à rejeter sur lui. Alors, c'est également le sens de l'élection. Selon elle, le sens psychologique de l'élection, c'est justement le fait que que le juif est élu dans le sens où c'est celui qui doit assumer la condition d'homme. Et cette assomption de la condition d'homme, eh bien, elle le voit avant tout dans la position du juif face à la souffrance. Et je vais vous dire, c'est un texte là qu'on va lire rapidement, un texte qui ne peut pas être accepté par un Israélien. Vous allez comprendre que ce texte-là, si vous voulez l'enseigner à un monde israélien, ça ne passera pas. C'est trop chrétien, si vous voulez, trop chrétien, trop proche de la tendance du martyr, et elle en est consciente. Alors, elle dit, nous commencerons par critiquer notre propre titre, qui semblerait faire état de quelques doctrines officielles du judaïsme devant la souffrance, ou présupposer une relation exprimable entre le juif et la souffrance. Or, le lien, écoutez bien cette phrase, or le lien qui relie Israël à la souffrance est intériorité pure. Et de ce fait même, il commande toute prise de position ultérieure. Nous préférerions ne pas le qualifier de mystique, car le mystère est parfois galvaudé et que les plus grands mystères sont aussi dans la tradition les plus claires évidences. Mais c'est bien d'une de ces évidences qu'il s'agit. Elle nous parlera donc de cette idée extrêmement, on va dire, qui sonne chrétienne, on verra en quoi c'est pour elle pas chrétien, cette idée-là qu'il y a quelque chose elle écrit de consubstantiel entre le juif et la souffrance. Le secret de cette aptitude est dans la sympathie du juif pour celui qui souffre. Il y a de la sympathie. Décrire le phénomène de la sympathie tel qu'elle apparaît dans sa dimension proprement humaine, c'est du même coup en faire émerger la signification profonde. La sympathie, c'est celui qui l'éprouve se met à la place d'autrui. Il abolit toute distance, il dépasse l'optique égoïste de celui qui se retranche derrière une essentielle différence. Nous sommes tous des hommes. Le juif, dans son aptitude à la sympathie, à la communion, fait sienne la souffrance qui est devant lui. Vous entendez les relents chrétiens, j'imagine. Hein, et en ce sens, elle lui devient intérieure. Il la reçoit dans sa propre chair. À l'inverse, il existe devant la souffrance bien des attitudes de recul. Depuis la dame distinguée qui se bouche le nez devant un ulcère béant, jusqu'à la personne charitable qui donne avec condescendance à celui qui est plus malheureux qu'elle, est si différent, et tellement plus bas, depuis l'indifférence de celui qui se lave les mains d'un malheur qui concerne si peu, jusqu'à celui qui s'acharne à le produire, car la violence du meurtrier repose bien sur cette distance entre moi et autrui, celui qui blesse, celui qui tue, celui qui vit sur ce postulat qu'autrui est autre, qui peut le léser sans se léser, alors que l'éthique spontanée du juif le porte à l'identification. Elle est dans la tradition du Lévitique, sois juste envers l'étranger, car tu as été étranger au pays d'Égypte. C'est-à-dire que le prochain, lui, est proche, il est lui-même. Et regardez ce texte-là, l'homme devant la souffrance, tout homme a une mission. La faire sienne pour mieux la comprendre et la soulager. L'homme devant la souffrance a une tentation. Reculer, épouvanter, reléguer de toutes ses forces la souffrance dans les terres d'autrui. Parfois s'achever, parfois achever celui dont le spectacle lui est intolérable. Se persuader qu'il est autre et que le problème de l'autre n'est pas le sien. Accuser la différence entre moi et l'autre, c'est la tentation humaine fondamentale. Et c'est le fondement de tout racisme, de tout meurtre, individuel ou collectif, spirituel ou matériel. C'est le fondement de la malveillance et celui du génocide, c'est le sens même du bouc émissaire et de l'antisémitisme. Et donc elle ramène l'idée justement de l'humanisme et le fait que le juif a une sympathie profonde envers la souffrance, parce que justement, cette trame qui vise à refuser la souffrance de l'autre, à ne pas le voir, eh bien c'est justement la trame de l'antisémite, c'est l'éthique du persécuteur, la mission du juif qui le porte vers la souffrance identifiée au persécuté. S'il possède cette aptitude à comprendre la souffrance d'autrui, c'est qu'il la connaît bien. Le juif n'est jamais devant la souffrance en spectateur, car il est dans la souffrance en acteur. Évidemment, elle va nous parler, vous comprenez qu'on ne peut pas faire l'impasse de la relation entre cette conception qu'elle vient de développer et la conception chrétienne de la passion. Et ce qu'elle va nous dire, en fait, c'est qu'il y a une différence pour elle essentielle. Ce serait intéressant de réfléchir ce texte un peu plus, justement. C'est que le juif, en fait, lui,
eh bien, veut intérioriser cette souffrance, mais va ensuite, on va dire, la représenter va se représenter le Christ qui, lui, est celui qui va souffrir. D'accord. Il y a une distance qui va se créer, la distance rassurante et fallacieuse. Le juif, lui, n'a pas ce recours. Aucun Dieu n'est mort à sa place pour le sauver. La rédemption par la souffrance lui est intérieure. C'est lui qui l'assume le long de son histoire par la mystique du tikkun. La souffrance du juif, c'est sa participation active à l'œuvre divine, sa responsabilité dans l'histoire, disons son aptitude à comprendre l'histoire. Bien. Vous voyez qu'on a ici donc, du premier point, une définition du juif comme étant l'homme par excellence. Le juif a donc cette obligation de se situer sur un ordre moral éthique face à l'autre. Alors, il y a évidemment tout un développement, on en parlera peut-être une prochaine fois, c'est un peu long là, sur la logique de l'antisémite. C'était une époque où on parlait beaucoup de ça. Elle cite beaucoup un auteur, Levenstein, qui avait parlé justement de l'antisémitisme, et elle essaie de comprendre justement la logique antisémite. C'est en fait cette logique de celui qui, d'une façon passionnelle, refuse ce qu'il a de mal en lui et va l'appliquer aux Juifs. Et quelque part, elle va nous dire qu'il y a en fait une autre tentation du Juif, qui est la tentation face à l'antisémite, qui est la tentation d'une part l'assimilation, mais qui ne servira à rien, mais la tentation donc de l'objectivité. Le Juif cherche toujours, eh bien, à être objectif pour justement sortir de cette position de victime. Alors c'est cette fameuse idée qui veut qu'on n'arrive pas vraiment en tant que Juif à sortir de cette objectivité. Cette fameuse phrase, donc, être objectif pour un Juif, c'est adopter la subjectivité des ennemis. Vous entendez bien que ça va être repris par elle dans une réflexion sur le rapport aux Palestiniens en Israël, bien qu'elle avait également une réflexion très originale là-dessus. En tout cas, cette idée que le Juif n'arrive pas à garder son originalité. Et donc, on a d'une part la tentation de l'objectivité, d'accord, mais qui pour elle donc est un mirage, une erreur, une méconnaissance. Le Juif doit être objectif au niveau de la justice. Il doit, au niveau de l'existence, s'assumer subjectivement dans la dimension irrationnelle qui le fait ce qu'il est, c'est-à-dire juif, c'est-à-dire homme. Mais l'homme juif, c'est celui, voilà, on a fini pour ça, j'ai plus rien là. Et ensuite, une autre tentation qui apparaît pour elle énormément, et vous allez voir comme c'est tellement intéressant, dans cette tentation du juif qui a du mal à s'assumer, c'est la tentation raciste. J'aimerais vous lire justement un texte très intéressant qu'elle a écrit sur le juif et le noir. Et on va lire qu'une petite partie parce qu'en fait, c'est beaucoup plus large qu'elle va écrire. Elle a en fait une certaine vision de l'identité juive comme ayant, allez, malheureusement, une tendance à accepter plus rapidement que les autres peut-être le racisme envers le noir. Il y a peut-être la tentation du juif d'être raciste. Pourquoi? Alors, je vais le dire sur des mots avec des termes extrêmement, je vais dire, simples. Ceci se situe au cours de ces journées sous le signe du pardon. Mais il ne s'agira pas cette fois du pardon du juif envers ceux qui l'ont persécuté, mais de la confrontation du juif avec la situation inverse, s'il se trouve que pour des raisons qu'il nous faudra définir, il s'est trouvé, si peu que ce soit, indifférent ou complice par rapport à la persécution qui frappe le noir. Il est certaines fois plus aisé pour un juif, lorsqu'il y a un noir persécuté, eh bien, de rester dans l'ombre. En tant que blanc, en effet, le juif s'est trouvé parfois du côté des persécuteurs en tant que blanc, sinon activement, du moins tacitement. Oublieux du principe talmudique selon lequel mieux vaut être avec le persécuté qu'avec le persécuteur, il a pu ressentir de cette situation un certain soulagement momentané. On arrête de s'acharner contre lui. Il y a quelqu'un qu'on voit, il est noir, il est différent. On pourra appliquer à lui tout ce qu'on a décrit auparavant, appliqué aux Juifs, et on pourra quelque part un peu souffler. Si court qu'ait été cet instant d'oubli, si fugitif qu'ait pu être cette impression de soulagement, c'est par leur voie déviée par rapport à sa mission et à son destin que le Juif se trouve cette fois, non plus dans la position de celui qui pardonne, mais de celui qui doit mériter le pardon. Elle parle de cela véritablement comme une véritable trahison. Et elle ramène évidemment des éléments très intéressants. Ces Juifs se laissent aller à parler de l'odeur noire.
ils oublient qu'ils ont été et sont toujours concernés par le même mythe, le fameux Foetus Judaicus. Ça se trouve même dans les écrits de Schopenhauer, c'est un classique. Or, c'est là, pensons-nous, le chaîne fondamental, celui que nous devons mettre en lumière, c'est que lorsque le juif se permet de se taire lâchement ou de prendre à son compte une accusation stéréotypée contre le noir, c'est que pour une fois, naïvement, inconsciemment et vainement du reste, il a l'impression de se mettre pour un instant à l'abri de cette accusation qui en général le concerne. Il se donne le temps de souffler. Je vais pas vous ramener d'autres textes par rapport à ensuite des exemples. Si vous êtes intéressé, je vous ferai passer ensuite ce petit document donc, que j'ai scanné. Vous voyez en tout cas qu'elle est extrêmement, on va dire, c'est important pour elle. Et on verra ensuite Lévinas qui prendra la même tournure. En premier moment, d'avoir cette idée que le juif, c'est l'homme par excellence. Que là, l'obligation du juif, c'est l'obligation éthique, c'est la morale, c'est autrui. Et je crois que ça s'est développé en Israël, peut-être cette idée-là, mais je crois qu'en arrivant en Israël, elle continuera cette pensée, ça va rester central chez elle, mais ça va être évidemment, vous l'imaginez bien, mêlé d'autres réflexions qui vont lui venir par justement la condition du juif israélien, par sa confrontation avec le monde arabe et par justement l'idée que le monde ne nous apprécie pas toujours, même lorsqu'on est dans la plus grande des sympathies envers l'humanité. Voilà. C'était plus ou moins ce que je voulais vous dire ce soir, sur vraiment m'appuyer sur 1% de sa pensée, qui était justement cette idée, à mon avis, novatrice, qui est que quand on parle du juif, on parle de l'homme. D'accord ? J'ai fini de présenter pour l'instant ce que je voulais vous dire et j'ouvre donc la séance à vos questions. Alors, je vois des questions là dans le chat d'abord. Je vois Alex, bonsoir, qui dit on trouve le mot ra dans Reacha, peut-être allusion au fait qu'on doit aimer même le mal en l'autre. Anienne, Perouche Anienne, interprétation intéressante, peut-être. Abraham Liard, sur quel événement historique se fonde Amado pour dire que les Juifs sont racistes vis-à-vis des Noirs? Intéressant, je ne sais plus en quelle année Israël avait eu des petits contacts avec le régime de l'apartheid en Afrique du Sud et beaucoup avaient critiqué cette démarche. Je ne sais plus si c'était avant le texte d'Amado ou après le texte d'Amado. Mais en tous les cas, elle en parle comme étant d'une tentation, une tentation qui est celle une tentation qu'on peut comprendre, quoi, le juif face à la souffrance, qui cherche tout simplement à souffler, à arrêter de se trouver le persécuté par excellence. Vous voyez, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est est-ce que cette idée va continuer plus tard lorsqu'elle va parler du conflit israélo-palestinien? Et elle a énormément de textes sur le conflit israélo-palestinien. On parlera dans une prochaine fois justement de sa perception de l'identité palestinienne. Elle a toute une théorie très intéressante là-dessus et sur même les façons, selon elle, de débloquer la situation entre, en ces termes, Yitzhak et Ishmaël. Elle sort du monde israélien-palestinien pour passer à la typologie biblique d'Yitzhak et Ishmaël. Je m'excuse, Michael, c'est moi qui ai posé la question sur les événements historiques. Je pense que le fait d'avoir des contacts avec un pays qui fait l'apartheid, ou le fait, par exemple, pour les États-Unis d'être en bon terme avec l'Iran aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'État d'Israël est raciste. Je ne vois pas le rapport. Je veux dire, c'est avant la création de l'État d'Israël, on achetait des armes à la mafia parce qu'on n'en avait pas. Je veux dire, ce n'est pas pour ça que tous les Juifs sont des voyous. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. C'est un peu bizarre, disons. Voilà. Non, je dis pas que je ne sais pas si c'était en conséquence du rapport d'Israël à l'Afrique du Sud, au régime d'apartheid. Je ne sais pas justement. Je pense que pour elle, c'était beaucoup plus une amda écronite, une question de principe, c'est-à-dire qu'elle va en fait illustrer par la haine envers le noir ce qu'elle peut justement appeler la volonté du juif de souffler, d'arrêter d'être justement le persécuté. La psychanalyse peut-être. Elle va rapporter également après à la fois des expériences, des cas cliniques qu'elle a rencontrés, justement qui parlent de cette relation entre le juif et le noir.
Oui, je vois. Encore une fois, ce qu'écrit Sophie Bendenoun, ce n'est pas nécessairement lié à cet événement d'apartheid. Mais j'aimerais plutôt écouter si vous avez des remarques sur cette idée fondamentale que ce qui est dit du juif, en fait, le juif, c'est l'homme par excellence. C'est cette idée-là qui est totalement nouvelle. Le juif, c'est l'homme par excellence. Et vouloir juste... Mireille, je te coupe parce que ton micro s'est coupé. Ah, voilà. Et maintenant, chacun peut ouvrir son micro et justement réagir à ce que tu disais. L'homme juif, c'est l'homme par excellence. Voilà, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais dire, moi j'ai connu un monsieur Zichrono Livracha qui s'appelle Raphaël Drahi. Est-ce que vous savez Bon. Bien sûr. Allô? Oui. On n'entend plus là. Non, on vous entend plus là. Oui, Maurice, on vous écoute. Non, moi j'entends plus. Bon, Daniel, à toi. À moi? Oui, on m'entend? Oui. Non, moi je voulais rappeler une analyse qu'elle avait faite, je me rappelle très bien, par rapport à Shalom Arshad, qu'elle avait comparé à un bébé qui crie et qui pleure et qui ne comprend pas que sa mère est en train de réchauffer le lait, de le mettre dans le biberon et que c'est trop chaud, alors il faut qu'elle le refroidisse. Mais le bébé ne comprend pas qu'on est en train de préparer sa nourriture, en fait, et qu'il est impatient et qu'il veut ça tout de suite. Elle avait une critique, justement, très intéressante. Un de ses livres, c'est Lettres de Jérusalem, une compilation des articles qui étaient pour elle des articles essentiels. C'est vrai que c'est une très belle compilation où elle parle là-bas, justement, de la question palestinienne. Et elle a à la fois une critique très forte du camp de la droite, mais également une critique très forte du camp de la gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que je vous ai dit auparavant sur l'homme, l'humanisme, la souffrance, tout ça peut être très rapidement le fait d'une personne de gauche. Je vous rappelle qu'Amadou était une femme de droite. Elle était ouvertement de droite. Et ce qui était justement un peu déroutant, c'est qu'en tant que femme de droite, elle avait un discours extrêmement humaniste et qui déroutait justement les personnes de droite qui, pour elle, justement, ne comprenaient pas comment on peut avoir, elle écrit, une telle sympathie envers la souffrance palestinienne. Elle dit tout palite, tout réfugié à ma sympathie en tant que personne qui souffre, mais, et justement, les gens de droite ne la comprenaient pas, parce que certaines fois, elle avait justement cette sympathie de la souffrance palestinienne, et les gens de gauche ne savaient pas également comment la comprendre, parce qu'elle parlait de judaïsme, d'Yitzhak, d'Ishmaël. La clé du conflit, c'était la réunification entre Yitzhak et Ishmaël. Vous voyez, donc, quelque chose d'un peu incompréhensible. Je veux retenter, s'il vous plaît, de reprendre la parole. Maurice. Oui. Vous avez entendu ma première remarque à propos de Raphaël Drahi, vous l'avez connu? J'ai uniquement entendu, oui, bien sûr que je l'ai connu, Raphaël Drahi, bien sûr. Et vous savez qu'il a beaucoup écrit, beaucoup parlé de Amado. Non, vous n'avez pas cette information. Oui, bien sûr, c'était son fils spirituel sur certains points, c'était son fils spirituel jusqu'à ce qu'il y ait une cassure. Je ne dirais pas plus, jusqu'à ce qu'il y ait une cassure. D'accord. Bon, alors la deuxième chose, tout ce que vous montrez comme document, c'est Sandrine Schwartz que vous citez là, les documents que vous avez montrés. Non, Sandrine Schwartz a écrit une biographie, donc elle relate l'historique, la biographie de la vie d'Amado. Les textes que je vous ai montrés, ce sont des textes pris du livre d'Amado, La racine et la source, essai sur le judaïsme. Et vous proposez on peut les avoir éventuellement, ces textes-là? Ah ben, je peux vous l'envoyer. Oui, on va les faire passer. Mireille, voilà, tu pourras me les envoyer par mail. Je fais la demande auprès de Johan. Merci. Je peux faire une remarque? Oui, allez-y. À propos du juif, de l'homme dans le juif, peut-être a-t-elle ouvert une brèche, parce que c'est une idée en fait qu'on entend maintenant ou qu'on lit beaucoup chez des rabbinim, comme par exemple le Rav Sachs, ou des commentateurs comme Chaim Weissman, ou enfin pas mal de gens maintenant
j'ai l'impression, mettre l'accent sur cet aspect des choses. C'est-à-dire qu'on avait toute une réflexion donc humaniste du judaïsme. Moi, je ne vous cache pas que pendant des années, je lisais ces textes-là et je m'en éloignais. Hein. Je m'en éloignais parce que je voyais en cela une sorte d'apologie du judaïsme face aux nations, de vouloir dire nous aussi nous vous aimons, nous sommes des hommes, nous sommes tous humains, une sorte de pensée bisounours comme ça. Tout est. J'appréciais pas du tout cette pensée. Et en fait, avec le temps et surtout avec la lecture des textes de Talmud et halachique, même au XXe siècle, qui ne mettent pas du tout l'accent là-dessus. Et la façon dont la pensée talmudique et halachique réfléchit la relation à l'autre est bien loin de cette pensée humaniste. Il n'y a pas dans la halakha de pensée humaniste. Ça n'existe pas. Et donc, quelque part, d'avoir ces voix qui vont, on va dire, parler de l'autre, autrui, sur un ton tellement, on va dire, élogieux, le rapport de l'homme avec le rapport du juif envers l'autre, tellement élogieux, pour moi, c'était quelque chose de très important. Non seulement important, mais c'était en Israël que ça a été dit également, dans un contexte de conflit israélo-palestinien, un contexte dans lequel on n'a pas toujours envie de parler de ça. On n'a pas toujours envie de parler de ça. Et je crois que la grandeur, justement, c'était de pouvoir parler de cette idée-là, de continuer à supporter cette idée-là, tout en ayant des vues extrêmement, je dirais, pragmatiques sur le conflit israélo-palestinien. Elle n'était pas dupe. Elle parlait de la, comment elle disait ça, attention au piège du palestinisme. Attention au piège du palestinisme qui reprend la rhétorique sioniste israélienne pour se créer une identité sur le dos de l'identité d'Israël. Elle était extrêmement perspicace. Mais à côté de ça, elle n'était pas prête à abandonner l'idée que le juif avait avant tout une vocation universelle, que cette vocation-là était celle de l'homme de façon générale, et que le juif accompli était l'homme accompli. Et c'est, je vous dis, totalement nouveau dans la pensée juive. Merci, Michael. Encore une question. Oui, vas-y, Rina. Bonsoir, Michael. Merci beaucoup. C'était magnifique. Moi, ça me fait penser à un texte de Arthur Kessler dans l'analyse d'un miracle. Il ouvre son livre et qu'il a écrit en 1949 en disant que Israël, c'est un concentré de l'humanité, que ce qui se passe en Israël, c'est l'image de ce qui va se passer dans toute l'humanité. Et je trouve que c'est tout à fait en écho avec cette pensée de Eliane Amado-Lévy-Valency. Oui, il peut y avoir en effet des rapprochements. Je vais vous dire également un point dont j'ai parlé au début de mes propos qui pour moi est essentiel. Moi, je parle avec les jeunes aujourd'hui, avec les jeunes générations, et je me pose la question véritablement de l'identité juive en Israël. Et je me dis, mais comment aujourd'hui les jeunes définissent leur identité juive? Ces jeunes qui vont fréquenter, je parle, on va dire, du monde religieux, qui sont éduqués dans des écoles religieuses où on est dans l'étude des textes du judaïsme. C'est ça, demandez à un jeune qu'est-ce qu'il étudie en Kodesh, d'accord? Il va vous dire Tanakh, Torah Sheba'al Peh, Mishnah, il va vous donner des textes. Mais là, je vais vous dire, en tout cas de ma petite expérience d'éducateur dans le monde, c'est pas ça qui leur donne une identité. Plus on leur donne de renseignements, et moins ils ont d'identité. Et moins ils sont capables de formuler une identité juive à eux aujourd'hui, juive, israélienne. Et donc, quelque part, le fait de dire l'identité juive, c'est une volonté de s'affirmer face à l'histoire et face à autrui. Et autrui, on choisit notre autrui. Et l'histoire, c'est l'histoire du judaïsme aujourd'hui, l'histoire d'Israël. C'est fondamental. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Il ne faut pas enseigner le contenu, il faut enseigner la méthodologie aux générations de demain. Comment une personne doit définir son identité juive. On se fiche de savoir qu'est-ce que tu as lu, dans quel texte tu l'as lu. On veut savoir ce que toi, aujourd'hui, tu penses de ce que tu es. Et ça, c'est tellement important. Il l'avait à l'époque, au lendemain de la Shoah, il l'avait en France, parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre, il faut dire. Ils avaient cette volonté de se définir juif envers et malgré tout, et cette volonté, malheureusement, en Israël, dans le monde de l'éducation sioniste religieuse, on la perd. On perd cette capacité d'indépendance de pensée à se définir juif, et pourquoi? Et c'est peut-être l'importance du dialogue intergénérationnel.
justement, en plus, nous venant de France, et par rapport à nos petits-enfants étant nés ici et dans cette mouvance, d'être capable de les amener à cette réflexion. Je pense que c'est un rôle fondamental que nous, on a dans notre génération. C'est vrai, et c'est également peut-être aussi une difficulté. On aurait pu dire, c'est quoi être juif? Bon, être juif, c'est 1, 2, 3. Or là, en Israël, avec ce melting pot de juifs qui arrivent du monde entier, avec cette expérience israélienne totalement nouvelle, allez définir en quelques mots, c'est quoi être juif? On aurait autant de définitions que de citoyens. Mais c'est peut-être la richesse, justement, de cette définition. C'est qu'on ne peut pas définir, en fait, si facilement, c'est quoi être juif. Mais à l'éveil qu'on est aujourd'hui, en tout cas, je parle pour la jeunesse, autant de définitions sérieuses de ce que veut dire être juif. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qu'il faut, c'est avant tout de se poser la question. C'est ça qui manque. Voilà, exactement. Et encore une fois, il y a une génération où on disait il faut retourner au texte. Il y a des moments où on dit il faut lever la tête du texte. Il faut lever la tête du texte et revenir après. Mais les définitions essentielles ne sont pas dans le texte. Elles n'ont pas été écrites. Elles s'écrivent pour tout un chacun, à chaque moment de sa vie. Oui, mais Merci, Michal. vous parlez des jeunes générations, mais les adultes aussi sont. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est pas clair non plus pour eux, pour beaucoup de gens. Oui, c'est vrai, parce que c'est difficile. Je vais vous dire, on est dans une culture de déclaratif. C'est une culture du déclaratif. On doit déclarer, on doit montrer. Vous voyez, c'est à la fois la culture des posts Facebook où on doit dire en quelques mots, soi-disant des choses importantes. C'est une culture du déclaratif. C'est moins une culture du méditatif. On n'est pas dans la méditation. Ça prend longtemps avant de se définir. Et définir une identité, c'est un travail. Et donc, quelque part, c'est vrai que même pour les moins jeunes, on doit se poser la question tous les jours, c'est quoi être juif? Et ne pas s'arrêter à être juif, c'est étudier la Torah, c'est ce que vous voulez. Aucune des définitions ne peut véritablement, on va dire, rendre compte de la grandeur du phénomène juif. C'est une définition personnelle. Qui ne peut être que personnelle. Ça fait un peu postmodernisme, un peu. C'est un peu... Ça fait penser... Tu veux réagir sur ça, Michael? Ça fait un peu postmodernisme de dire à chacun sa définition? Ah, ça peut être, on s'en fout, c'est quoi? Ça peut être postmoderne, on s'en fiche de la façon dont on va le nommer. Je dis uniquement que ce qui est important dans l'histoire, le postmodernisme, ce n'est pas le fait d'avoir différentes définitions. On a souvent eu différentes définitions. C'est uniquement le fait de dire que c'est une définition authentique et sincère. On ne colle à personne une identité qu'il n'a pas choisie. C'est lui qui va choisir sa définition et qui va dire, maintenant évidemment, si quelqu'un arrive avec une définition, être juif, c'est aimer Muhammad, on aura un petit problème avec la définition parce que ça introduit des éléments, on va dire, étrangers à la tradition juive. Mais disons que on a cette définition possible et assez large dans les frontières du judaïsme et de ses grandes idées. C'est aussi la dimension interdisciplinaire que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire justement d'élargir à différents points de vue. Alors, je vais vous dire, dès lors que quelqu'un réfléchit à son identité juive, la formule et l'énonce, c'est la sienne. Alors, on sort du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques années, 20 ans, 30 ans, on avait le débat sioniste religieux, Haredi, vous voyez. Ce sont des débats qui sont des débats, comme on dit, d'ionesrak, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Parce qu'au fond, dès lors qu'on comprend que ma définition reflète ce qui me remplit et ce qui m'alimente moi, aujourd'hui, eh bien, on est également capable de comprendre que ce qui alimente un autre, c'est sa définition. Et s'il le dit, c'est qu'elle vit chez lui et elle est importante. On n'est plus dans les ou, on est dans le et. Vous voyez, c'est bien plus large que ça. Merci. Dernière réaction, dernière question. Moi j'ai beaucoup de mal avec le vocabulaire français, je dois dire. Par exemple, l'humanisme, c'est le moussard. Première question, parce qu'en français, l'humanisme, ça a une définition beaucoup plus complexe, n'est-ce pas? La souffrance des autres, est-ce que ce n'est pas la Rachmanout? Et puis, le caractère universel. Comment
on peut être universel si d'abord on n'a pas la conscience de soi. La conscience de soi, par exemple, au niveau collectif aussi. L'un n'empêche pas l'autre, mais je sais par exemple que le Rav Cherki, il est très occupé par tout ce qui est universel, mais toujours je me dis c'est bien, mais d'abord il faut exister. C'est comme par exemple quand dans une école, au gosse de 5 ans, on lui dit il faut apprendre ce que c'est que l'islam. Bon, moi je dirais c'est très important d'apprendre ce que c'est que l'islam, mais pas à 5 ans. D'abord, sache qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, eh bien tu peux t'ouvrir aux autres. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, évidemment, sur ce point-là, bien évidemment. Et je ne pense pas qu'Amado aurait dit le contraire, sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais je crois que ce qu'elle voulait dire, à mon avis, c'est qu'au-delà, justement, de cette définition, dès lors qu'on est bien dans ses baskets, on est capable également de sortir de cette autosuffisance. D'accord? Il n'y a pas cette autosuffisance. C'est quelque part. Vous comprenez que ça n'apparaît pas dans la Torah, ce qu'elle dit? C'est dur ce que je dis maintenant. Non, j'ai jamais eu cette impression-là. Je ne comprends pas la nouveauté de ce que dit Amado par rapport aux Juifs, qui est, pour moi, c'est un truc normal, sans connaître. C'est normal parce que tu as grandi justement dans cette école qui a également été après véhiculée par Manitou et par d'autres, qui parlait justement de cette vocation universelle du Juif, de cette idée que le Juif a également un rapport au sein de son identité même à l'autre. C'est un discours totalement nouveau dans l'histoire de la pensée juive. Ça n'existe pas avant, ça n'existe pas. Et je veux vous dire que même aujourd'hui, dans la pensée talmudique et halachique, ça n'existe pas. Essayez de prendre ces concepts et les greffer au sein d'une pensée halachique, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose, on va dire, pour moi c'est un enjeu, hein. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est un grand enjeu de prendre ces définitions et de voir comment elles pourraient travailler au sein d'une pensée halachique. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. Non. Maintenant, est-ce que le moussar, c'est la rachmanout? Peut-être, je ne sais pas. C'est pas ça que j'ai dit du tout. J'ai dit, est-ce que l'humanisme, c'est le moussar? Et est-ce quand on parle... Excuse-moi. Oui. C'est ça la rachmanout, c'est deux choses différentes. Voilà, non, l'humanisme, elle ne parle pas d'humanisme en sens de moussar, hein. Elle parle de l'humanisme, c'est-à-dire l'assomption de son humanité, c'est-à-dire être capable de voir que je suis un homme, d'accord, et d'attribuer à tout être humain cette dimension d'homme. D'accord. Et donc de ne pas me sentir plus élevé, différent, plus de droits. D'accord. C'est plutôt, moi je l'aurais plus traduit par l'égalité en fait et en droit. D'accord. Ce terme-là d'humanisme. Est-ce que le moussar, c'est la rachmanout, c'est quoi? Tu as voulu dire avec rachmanout? La souffrance, quand on parle de la souffrance. Ah, oui, la souffrance. Oui, la souffrance, c'est un terme chrétien. Oui, la souffrance, c'est un terme chrétien. J'aime pas cette. C'est pour ça d'ailleurs qu'un Israélien ne pourra pas accepter ça. C'est trop proche du martyr, un Israélien qui a la tête levée, et qui dit nous, on en a marre d'entendre ces Juifs qui se sont fait massacrer et qui parlent de la souffrance et de la. Ça, un Israélien, c'est inaudible. Inaudible pour un Israélien. Elle emploie ce mot, hein. Elle emploie le mot souffrance plusieurs fois dans ce que tu as lu. Tout à fait. Mais c'est inaudible. En Israël, peut-être qu'en France, ça avait un sens. En Israël, c'est inaudible. Et à la fois au niveau du terme et au niveau de l'identité israélienne. On n'est pas des martyrs, on ne se considère pas comme des victimes en Israël, pas du tout. On est justement capable de se défendre, on a notre armée, on n'est pas dans le complexe du persécuté. Merci beaucoup, Michael. Tu nous laisses avec l'eau à la bouche. Il y a encore plein de gens qui veulent discuter, parler. Et voilà, les devoirs pour toi, Michael, c'est de nous envoyer les textes. Nous, on va cogiter pendant 2 semaines. On se retrouvera pour le deuxième volet. Toda rabba à tous. Merci beaucoup. Très bien, Toda rabba.